Réforme domaniale et foncière, le comité d'orientation tient sa réunion à la primature pour les derniers toilettages avant présentation en Conseil des ministres. Bamako est la capitale du coton africain. Les pays du C4, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, le Bénin ont décidé à tirer profit de leur production cotonnière. Le directeur général de l'OMC a fait le voyage de Bamako. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Bamako accueille la réunion des ministres du commerce de la zone C4, zone de production du coton, le Tchad, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Présent à Bamako, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, a été reçu par le président de la République. L'amélioration, sinon le développement du secteur coton de ces différents pays a figuré en bonne place au cours des audiences. Roberto Azevedo est au micro de Nyanya Aliou Traoré. Pour nous, c'est très important de faire avancer surtout la question du coton. C'est 3 millions de personnes ici au Mali qui ont besoin du coton comme façon de survivre en fait. Et à l'OMC, ça a changé beaucoup après que le C4, les pays de C4, donc le Mali, le Bénin, le Tchad, et Burkina Faso, sont coordonnés pour avancer la question du coton. Le coton n'était pas dans l'ordre du jour à Genève. Maintenant, ce n'est pas seulement l'ordre du jour, c'est une priorité. Je pense que les dernières conférences ministérielles de l'OMC, à Bali et après à Nairobi, le dernier décembre, on a fait beaucoup d'avancées. On a éliminé, par exemple, les subventions à l'exportation des produits agricoles, y inclut le coton. On a avancé avec la concession d'accès au marché sans droit de douane et sans contingent aussi pour les pays PMA. Donc le C4 se bénéficie de tout ça. Donc on fait le progrès. Pour le Mali, qu'est-ce que vous allez faire exactement pour que le domaine soit encore plus développé? La réduction de conditions qui ne sont pas équitables dans le commerce international. Monsieur le Président m'a dit que le Mali est absolument engagé dans cette question. Je lui remercié pour le rôle positif, le leadership que le Mali a donné sur ces dossiers, surtout comme coordinateur des pays C4, les 4 pays. Il y a longtemps qu'il n'avait pas une réunion ministérielle et maintenant le Mali est le coordinateur et c'est déjà la première réunion ministérielle du coton. Je suis là et j'espère que ça sera la première de plusieurs. Donc je suis très heureux d'avoir le dialogue que j'ai eu avec Monsieur le Président et les autorités du Mali. Bamako, donc, capitale du coton africain. Après la réunion préparatoire d'hier, aujourd'hui, les ministres des 4 pays membres de l'initiative sectorielle en faveur du coton C4 ont démarré leurs travaux avec le mécanisme de coordination des pays co-auteurs de l'initiative sectorielle, l'élaboration du plan d'action biennal et une déclaration finale, tout cela dans une stratégie, à savoir tirer le maximum de profit de leur production cotonnière. Mohamed Ouldoumamouni, compte rendu. 4e du genre, cette réunion de la coordination ministérielle des pays membres de l'initiative sectorielle en faveur du coton, appelée C4, tente de répondre à plusieurs interrogations. Parmi celles-ci, comment les pays membres pourront tirer profit de leur production cotonnière, comment aboutir à une commercialisation équitable ou encore comment promouvoir davantage le secteur coton. L'initiative sectorielle en faveur du coton a permis de démontrer à tous les membres de l'OMC que le système multilatéral peut représenter un outil important de défense des intérêts des pays à faible revenu et contribuer ainsi à la mise en place d'un ordre économique mondial équitable. Le coton pour le bien-être de la population, loin d'être un slogan, l'Organisation mondiale du commerce rassure les pays membres du C4 de sa volonté de le traduire dans les faits. Nous devons veiller à ce que le système commercial vous soit profitable. Nous devons continuer à travailler à la réforme du système commercial mondial afin que vous puissiez être concurrentiel dans le cadre des conditions équitables
et sur les marchés internationaux. Nous sommes conscients du fait que le chemin conduisant à la conclusion d'un accord équilibré sur l'accès au marché du coton et l'épineuse question du développement reste encore très long et sinueux. Cependant, la résolution de ces questions en suspens reste la condition sine qua non pour une participation pleine et efficace de nos pays au système commercial, ce qui contribuera à réduire la pauvreté de façon significative et à promouvoir le plein emploi, surtout en milieu rural. Les travaux de cette réunion de la coordination ministérielle des pays membres de l'initiative sectorielle en faveur du coton seront sanctionnés par une déclaration finale. Pour rappel, le C4 est composé de 4 pays africains, le Tchad, le Burkina Faso, le Bénin et le Mali. Le comité d'orientation de la réforme domaniale et foncière s'est réuni à la primature pour régler toute la problématique du secteur dans son ensemble. Une réforme est en vue. Le document sera soumis en Conseil des ministres, nous dit Salimata Ndao. Les questions relevant du domaine et du foncier sont la plupart du temps tachées de litiges dans notre pays. Les autorités estiment qu'il faut sécuriser les droits de propriété et gérer ainsi les conflits. La question foncière est à la fois importante et très sensible dans notre pays. D'abord, chaque Malien, chaque Malienne aspire à avoir sa propriété. Deuxièmement, le foncier est un puissant facteur de développement. La bonne gestion du foncier est un facteur de paix sociale. Et inversement, lorsque la question domaniale et foncière n'est pas bien gérée, c'est la paix sociale elle-même qui est menacée avec tous les risques d'affrontement que notre pays a quelquefois connus. La feuille de route autour de laquelle le comité d'orientation s'est réuni est un document de 46 pages. Il décrit la démarche méthodologique axée sur l'élaboration du projet de la réforme domaniale et foncière au Mali. Le ministre des Domaines et des Affaires foncières nous a donc soumis aujourd'hui un document qui disait en substance que faire pour changer la situation et donner à la question domaniale et foncière toute son importance. Il y a dans ce cadre d'abord une volonté politique affirmée de façon très claire. Il faudrait que la question domaniale et foncière soit prise en charge et soit réglée dans les meilleurs délais possibles. Comment? En harmonisant, en coordonnant toutes les initiatives quelquefois éparses, d'où le document qui nous a été présenté aujourd'hui et qui devrait nous conduire vers l'adoption d'un cadastre qui est unanimement souhaité et réclamé. Cette réforme constitue un grand chantier de l'État. Elle prend en compte l'élaboration d'une politique domaniale foncière, la mise en place du cadastre pour informatiser toutes les archives, la réforme fiscale locale pour appuyer les collectivités et la relecture des textes existants. Activité parlementaire fin aujourd'hui à Ségou de la première édition du projet Le Parlement chez vous. Les 3 jours d'échange entre élus de la nation, représentants de l'État, société civile, ONG et partis politiques auront permis de passer en revue les différents sujets intéressants. La vie de la nation. Envoyés spéciaux Amadou Sankaré et Aliou Bikone. Le Parlement chez vous à Ségou, les actes. Voilà l'intitulé du document qui sera élaboré dans les jours à venir par le secrétariat général de l'Assemblée nationale. Un document qui va contenir tout ce qui a été dit lors de cette rencontre. C'est pourquoi les initiateurs de cette tribune ont dédié le dernier jour de l'activité aux attentes des participants. Ceux-ci ont évoqué leurs préoccupations qui ont pour nom la gestion des terres au niveau de l'Office du Niger, les difficultés au sein de l'école malienne, la politique minière au Mali ou encore la promotion des langues nationales. Au-delà de toutes ces contraintes, les participants saluent l'approche adoptée par l'Assemblée nationale. C'est une très bonne chose, c'est ce dont le peuple a besoin, que nous soyons informés de tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, parce que ceux qui y sont l'émanation de ce peuple.
Nous partons maintenant à une élection. Donc le fait de venir la veille du scrutin, c'est une bonne initiative et ça permet aux femmes qui ont pu avoir un bon positionnement sur les listes, vraiment de se battre et de mériter la place qu'on va leur donner. Pour les députés, les informations issues de cette première expérience doivent être relayées auprès des populations. Je voudrais vous demander de tout faire pour amener le Parlement chez vous, dans vos contrées. Que ce que vous avez appris ici soit partagé avec le maximum de nos compatriotes. Que dans les lieux de travail, dans les grains, vous répondez aux questions que nos populations se posent au sujet de l'Assemblée nationale. Après Ségou, le navire du Parlement chez vous est attendu au quai de Koulikoro en décembre prochain. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que dans le cadre de la session ordinaire en cours, une séance plénière se tiendra le lundi 31 octobre et jour suivant s'il a lieu à partir de 10 h dans la salle Awa Keita. À l'heure du jour, renouvellement du bureau et des bureaux des commissions générales. Communication, le président de l'Assemblée nationale compte sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État invite les candidats à l'élection partielle dans la circonscription électorale de Tomignan, scrutin du 4 décembre 2016, à communiquer les noms de leurs mandataires titulaires et suppléants à la Direction générale de l'administration du territoire et au préfet du cercle de Tomignan au plus tard le vendredi 28 octobre 2016. Ouverture à Paris d'une conférence ministérielle sur le maintien de la paix des Nations Unies dans les pays francophones. Le Mali est présent avec les ministres Abdoulaye Diop et Abdoulaye Idrissa Meiga. Les enjeux d'une telle réunion pour le Mali, notre reporter à Paris, Makanfi Konaté, a posé la question au ministre Abdoulaye Diop. Les enjeux pour le Mali sont simples. D'abord, la France est impliquée sur le terrain au Mali, dans le cadre des Nations Unies. Nous sommes là aussi dans une conférence qui a vocation à pouvoir discuter du multilinguisme, notamment l'usage du français dans les opérations de maintien de la paix, pour faire en sorte que les opérations de maintien de la paix, les casques bleus en particulier, quand ils évoluent dans les pays francophones, puissent maîtriser les langues locales et quelles sont les capacités à bâtir pour cela. L'enjeu essentiel du Mali aussi en venant dans ce débat, c'est de faire en sorte que les opérations de maintien de la paix dans les pays francophones comme ailleurs soient adaptées au contexte. Nous avons l'aménagement au Mali. Et vous savez très bien que le président de la République et le gouvernement se sont battus pour que l'aménagement, son mandat soit revu et adapté. Pour le Mali, par exemple, nous savons que l'aménagement intervient dans un contexte de guerre asymétrique. Ceci demande vraiment une adaptation, d'une part, que la mission puisse avoir les moyens et les équipements nécessaires, les véhicules blindés, les véhicules anti-mines et tous les équipements qui leur permettent d'opérer dans ce type d'environnement, mais aussi de conduire des patrouilles de longue portée. Mais qu'en renforçant ces missions, il est bon aussi d'avoir un œil sur les forces de défense et de sécurité des pays dans lesquels ils interviennent, notamment dans notre cas, le cas de l'armée nationale et les forces de défense et de sécurité du Mali, qui ont besoin d'équipements et d'outils nécessaires pour remplir leur mission régalienne. Et le deuxième message pour nous, c'est aussi d'appuyer toutes les initiatives et les capacités régionales du G5 Sahel, de l'Union africaine comme de la CEDEAO pour qu'elles puissent également contribuer à asseoir une paix durable dans nos régions. L'application diligente de l'accord pour la paix et la réconciliation est la principale recommandation issue de la rencontre intercommunautaire de la fraction Oulad Driss tenue à Ain Rama dans la région de Taoudéni. Les délégués venus de l'Algérie, de la Mauritanie et du Mali ont demandé au gouvernement et au groupe signataire une collaboration franche et sincère afin de mettre en place une commission de bons offices chargée de gérer les conflits intercommunautaires. Envoyés spéciaux, Cherfi Moulay et Yeya Tandina.
Cette rencontre intercommunautaire, initiée par la coordination des fractions Oulad Idriss, Barabiche et Aïn Rahma, vise à créer plus de cohésion et d'entente entre les différentes communautés arabes. Venus de l'Algérie, de la Mauritanie et du Mali, les participants à cette rencontre sont parvenus à un certain nombre de recommandations. L'application scrupuleuse de l'accord pour la paix et la réconciliation, l'opérationnalisation urgente du mécanisme opérationnel de coordination MOC. La rencontre décide de la mise en place d'une commission de bons offices chargée de la prévention et de la gestion des conflits intracommunautaires. Notre peuple et notre pays ont connu des moments douloureux, difficiles et regrettables, mais la raison a toujours triomphé par la grâce d'Allah et l'engagement sincère des peuples et des États frères d'Afrique. Le retour de la paix dans notre pays nous comble de bonheur. Selon les organisateurs, cette rencontre est un acte concret qui montre la volonté de tous d'œuvrer pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Je demande à tous les comités vont prendre l'exemple sur les mêmes congrès parce qu'on est en train de vraiment de récolter un résultat sur le terrain pour sortir avec un résultat pour arranger tous les problèmes entre les communautés arabes, la frontière du Niger jusqu'à la frontière de Mauritanie. Ça c'est le premier but à retenir. Deuxième but à retenir aussi pour ranger le problème entre les Songhaï et les Peuls, entre les Touaregs, même entre les Touaregs des Arabes, entre les Peuls des Arabes, et vraiment pour toutes les communautés du Nord et même du Sud si on peut. Aïn Rahma, connu sous le nom de Hassidina, est situé à 80 km au nord de Tombouctou. Le drapeau national y flotte, tout un symbole pour l'unicité d'un Mali un et indivisible. Le SNJ, le Service national des jeunes, nouvelle formule bientôt opérationnelle, c'est ce qui ressort d'une rencontre d'information qui a regroupé ce matin acteurs et responsables du département en charge de la jeunesse de Bamako. Batraoré pour le compte-rendu. Plusieurs stratégies ont été mises en œuvre par les autorités du Mali pour impliquer les jeunes dans le combat pour le développement et la culture de la citoyenneté. Au nombre de ces structures, le Service national des jeunes, cet institut d'encadrement juvénile a formé de 1985 à 1991 plus de 6 000 éléments. Après une longue période de suspension, le rétablissement du Service national des jeunes est aujourd'hui au rang des priorités du gouvernement. Le Service national des jeunes, nouvelle formule qui a d'abord comme devise apprendre, servir et défendre a 3 fonctions essentielles. La première, c'est la formation physique. On peut appeler aussi la formation militaire. Il durera 6 mois avec 2 mois de reprise en main. La deuxième fonction, c'est la formation morale et de développer chez les jeunes l'esprit de civisme. La troisième fonction, c'est surtout assurer la formation professionnelle afin de renforcer l'employabilité des jeunes et surtout leur insertion dans le circuit social économique. La rencontre d'information de Bamako doit permettre aux différents acteurs de s'approprier les contours de la nouvelle formule du Service national des jeunes. Le processus de rétablissement du SNJ est à sa dernière phase, précise le ministre Amadou Koïta, qui ajoute que le premier contingent sera composé de 2000 jeunes de 18 à 35 ans. Les travaux du comité de pilotage de planification du programme d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique du Mali, les travaux ont démarré. Il s'agit pour les administrateurs de passer en revue les propositions faites pour 2017 afin de tirer des conclusions pertinentes pour mener à bien ce combat contre les effets des changements climatiques. Youssouf Diakité. La lutte contre les effets des changements climatiques intègre nos habitudes de tous les jours, mais demeure une préoccupation nationale. C'est pourquoi le gouvernement du Mali et ses partenaires multiplient les actions de lutte contre les phénomènes. Et ce comité de pilotage fait étalage des composantes de 3 projets d'adaptation aux effets des changements climatiques. En 2011, le Mali a élaboré avec le soutien de la coopération allemande la politique nationale en matière de changement climatique assortie d'une stratégie et d'un plan d'action climat. En outre, Climate Proofing, développé et adapté par la GIZ au contexte malien, a permis l'analyse de nombreux projets et programmes, offrant ainsi les premières expériences concernant l'intégration des aspects changement climatique dans la planification communale et sectorielle. Ces expériences de planification au niveau territorial aboutit à la conception du projet planification innovante
au développement visant l'adaptation au changement climatique. Dans cette comité de pilotage, notamment, on va clarifier toutes les modalités de la coopération et toutes les choses où on peut améliorer la coopération et aussi la gestion de la projet. Les programmes en question visent globalement à appuyer le Mali dans son combat contre les effets néfastes des changements climatiques qui menacent profondément toutes les questions de développement durable. C'est pourquoi les administrateurs sortiront des propositions capables de répondre aux défis qui se posent aujourd'hui au Mali. Dans la mouvance de l'organisation de la 22e conférence des partis sur les changements climatiques, COP22, la délégation de l'Union européenne pour le Mali vient d'organiser une journée d'échange avec des journalistes maliens s'intéressant aux questions d'environnement. Youssouf Diakité. De plus en plus, la lutte contre les effets des chocs devient une réalité dans nos pays. Le Mali est fortement engagé dans ce combat. Fort de cet engagement, la délégation de l'Union européenne a décidé d'accompagner les journalistes maliens à travers une journée d'échange pour permettre à ces derniers de donner les bonnes informations climatiques et de mieux comprendre le sujet. Plus personne, en effet, n'ignore le problématique du changement climatique. Et malheureusement, le Mali y est particulièrement vulnérable. En effet, l'augmentation des températures signifie des pertes en eau, ressources rares dans une grande partie du pays. Le dérèglement des saisons, quant à lui, ne permet plus aux agriculteurs d'utiliser leur mode de prévision traditionnel et exige de la part de chacun une adaptation au nouvel environnement. C'est pourquoi le débat était essentiellement focalisé sur l'accord de Paris, la conduite des négociations internationales, la position de l'Union européenne, entre autres. Des thèmes nationaux ont été également développés tels changement climatique et impact, quelle attente pour la COP22. Et la communication sur les contributions nationales ont permis d'édifier les journalistes sur la question. 7e session du comité technique d'orientation et de suivi du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et Séléngué pour la zone. Et pour la zone de Séléngué, le programme a besoin de plus de 5,655 milliards de francs CFA pour mener à bien ses activités pour l'année 2017. Kumba Sissé depuis Koulikoro. Cette 7e session technique d'orientation et de suivi du programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Bani et à Séléngué, PDIBS, pour la zone de Séléngué, a eu son ordre du jour, l'analyse du procès-verbal de la 6e session et le budget pour 2017. Pour la réalisation correcte des futures activités, le PDIBS de l'Office de développement rural de Séléngué a besoin de 5,655 millions de francs CFA. L'occasion était bonne pour les responsables de faire le bilan de ce programme dans sa zone d'intervention. La principale activité au niveau de Séléngué, c'est la construction d'un seuil agricole au niveau de Kourouba. Ce seuil agricole va permettre de sécuriser l'eau dans les périmètres de Maninkoura et va permettre aussi d'exploiter 5000 autres hectares en amont du barrage. Cependant, des difficultés ont jalonné les activités de l'année 2016, dont des pannes d'équipement. Cette année, nous avions enregistré de multiples pannes sur nos poteaux-pompes d'irrigation au niveau du périmètre irrigué de Maninkoura, du fait du turbinage des dragues qui tournent l'eau du fleuve et les pompes aspirent du sable et du gravier et cela fait des dégâts importants. Nous sommes ravis que le quorum effectivement a été atteint. Tous les acteurs étaient là. On a discuté et il y a eu des contributions. Cette 7e session du PDIBS a recommandé l'implication des plus hautes autorités pour le retrait pur et simple des dragues des orpailleurs du Sankarani afin de sécuriser les infrastructures de production de ce programme de l'EDRS. La société minière Randgold Resources était face à la presse. Son PDG, Marc Bristro, et son équipe ont fait le bilan des réalisations de la société de ces 3 derniers mois et dégagé les perspectives. Actualité oblige. Ils ont aussi parlé de l'affaire Randgold qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Nyanya Aliou Traoré a suivi ce point de presse.
Cette rencontre trimestrielle de la société minière avec la presse tombe à point nommé. Elle se tient au moment où Rhône Gold Resources fait la une des journaux de la place concernant une affaire d'impayé de taxes au trésor public. Et quand il y a des accords, chacun est dans son droit de se défendre. Le désaccord vient du fait qu'après un contrôle sur nos taxes payées sur les années 2011, 2012, 2013, la direction des impôts nous a demandé de payer des taxes en supplément de ce qu'on a déjà payé. Nous aussi, on a le droit en tant que compagnie de ne pas être d'accord et qu'on investisse ensemble pour trouver une solution. C'est pourquoi lui, personnellement, avec le ministre des Finances, ils ont eu un accord où ils ont payé en avance quelque chose, mais on doit s'asseoir pour discuter globalement sur tous les points de désaccord et trouver solution. Les services techniques, surtout des impôts, ont été trop enthousiastes et ils ont demander des choses, pas sur la base du profit, mais d'une façon générale, tout ce qu'on a comme investissement. Le PDG de la société a par ailleurs demandé aux autorités de revoir le code minier, le régime fiscal et ses infrastructures, entre autres. L'ONG Agence des musulmans d'Afrique a procédé au lancement de la 20e édition de la campagne de consultation ophtalmologique gratuite. Cette opération, qui se déroule au centre de santé El Razi de Djikoroni Para, va durer jusqu'au 1er novembre. Compte rendu, Mamadou Fane. La présente campagne de consultation ophtalmologique s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Elle vise à soutenir les personnes défavorisées souffrant de cécité. Cette opération organisée par l'ONG Agence des musulmans d'Afrique est à sa 20e édition. Le but de cette campagne par l'Agence des musulmans d'Afrique en collaboration avec la Fondation El Bassar, c'est d'amener à la population démunie une aide de chirurgie ophtalmologie. Vraiment parce qu'on a constaté que dans ces pays, il y a trop de ces cas au Mali ici. Donc nous, on a pensé vraiment d'apaiser un peu vraiment les cas. Plus de 6000 personnes seront consultées par des équipes de spécialistes de l'ONG. Les malades recevront gratuitement des traitements. Il nous a adressé comme quoi il y a les Arabes qui vont venir pour opérer les gens gratuits. Bon, c'est pourquoi nous sommes venus. Généralement, les cas les plus détectés chez nous ici, ça c'est la cataracte. C'est notre objectif d'enlever ça d'abord. Et les autres cas de maladies ophtalmologiques, et que les médecins sont là, donc ils peuvent leur donner des soins à ces cas. La campagne de consultation qui dure une semaine est la première phase de cette opération. Les cas nécessitant une intervention chirurgicale seront pris en charge au cours de la même semaine. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, l'ONG Al-Farouk débloque près d'1 milliard de francs CFA. Elle vient de construire une nouvelle maternité dans l'enceinte de l'Azakola à Lafiabougou. Compte rendu Sokona Kamisoko avec la voix de Salimata Ndao. C'est un coup de ciseau qui fait désormais le bonheur des futures mamans. Grâce à cette nouvelle maternité, elles peuvent désormais accoucher dans de meilleures conditions. La joie des bénéficiaires ne peut qu'être immense. Cette maternité va combler un déficit énorme en matière d'infrastructure pour la santé maternelle et infantile. La commune 4 grandit de jour en jour et la doter d'une telle infrastructure permettra de sauver des vies et rassurer les femmes. La construction de cette nouvelle maternité est un acte de plus de l'ONG Al-Farouk en faveur des couches vulnérables. Coût de l'investissement, environ 30 millions de francs CFA. Par ces gestes, monsieur le coordinateur de l'ONG Al-Farouk, vous venez ici de contribuer à la promotion de la santé communautaire et donner plus de chances et d'espérance aux populations de cette aire de santé. Depuis 25 ans, l'ONG Al-Farouk mène des actions de solidarité au Mali et durant cette période, nous avons toujours bénéficié du soutien des autorités maliennes.
Je souligne particulièrement l'annulation des taxes et impôts sur les dons que nous faisons aux personnes en situation difficile. La réalisation de l'infrastructure entre dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Pour ce mois de partage et d'entraide, l'ONG Al-Farouk a débloqué près d'1 milliard de francs CFA. Coopération décentralisée entre Bamako et Niamey, à l'image de nos deux pays, les capitales du Mali et du Niger, confrontées aux problématiques urbaines, échangent autour des procédures et pratiques en cours dans leurs agglomérations respectives. La délégation nigérienne, conduite par le gouverneur de Niamey, a eu une première séance de travail avec la partie malienne. Séance de travail suivie par Alusene Touré. Au menu de ce premier cadre de travail, des échanges autour des procédés empruntés ici et là. L'équipe de Bamako a fait le tour des travaux entrepris, non sans donner un aperçu du futur de Bamako dans un avenir que l'on voudrait proche si les moyens suivent. Les endroits les plus redoutés passeront pour les plus attractifs avec les aménagements proposés. Le gouverneur du district, en relation avec le maire du district et les maires des 6 communes, a entrepris une vaste opération de libération, d'assainissement et d'embellissement de la ville de Bamako. Cette opération préparée avec l'implication des autorités traditionnelles, les leaders religieux, les associations et syndicats des commerçants et transporteurs, ainsi que l'accompagnement des autorités judiciaires a débuté le 21 juillet 2016 et se poursuit. Pour sa part, le gouverneur de Niamey, accompagné de plusieurs de ses collaborateurs, a fait l'historique de son intervention jugée salutaire au-dedans comme au dehors. Cette opération a débuté par la libération des écoles et des centres de santé, le grand marché de Niamey, la réglementation de la circulation des véhicules gros porteurs, la lutte contre la divagation des animaux. La coopération que nous avons tant vous souhaité entre nos deux capitales se concrétise enfin, à travers les échanges d'expériences dans différents domaines et les visites réciproques, d'où résulteront assurément des réflexions pertinentes dont les réalisations vont contribuer sans doute à poursuivre et à renforcer davantage cette nécessaire coopération pour le grand profit de nos capitales respectives d'une part et de nos populations d'autre part. Amidou Garba Mamadou, le gouverneur de Niamey, et son hôte Amikan auront plusieurs séances de travail et des visites de terrain sur les traces des bulldozers nettoyeurs. Ce matin, un client d'Ecobank qui sortait de la banque après avoir effectué une opération a été braqué par des individus armés. Suite à ce braquage, le directeur général adjoint de la police nationale a accordé un entretien à notre reporter. Il explique les circonstances de cette attaque et les dispositions prises pour retrouver les bandits. Écoutons le directeur général adjoint de la police. Il est au micro de Mamadou Fani. C'est 4 bandits à bord d'un véhicule qui avait attendu là la sortie d'un client de la banque. Alors quand il est sorti et quand il a enfourché sa moto, un des bandits est sorti et directement s'est dirigé sur lui, l'a tiré dessus, lui a retiré son sac qui contenait 25 millions. Et le deuxième est sorti pour donner un deuxième coup de feu. Ensuite, ils se sont embarqués pour disparaître. Donc, au moment où je vous parle, les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour retrouver ces bandits-là. Ce véhicule, selon les renseignements, était resté au bord du goudron pendant plus d'1 heure de temps ou 2 heures, sans que personne ne soit avisé et sans que personne ne doute de la moralité des gens qui s'y trouvaient à bord. Ces bandits, ils ont évolué à bord d'un véhicule que nous avons aujourd'hui identifié. Il ne reste plus qu'à le localiser. Nous savons le numéro, nous sommes en train de rechercher. Nous avons des indications précises. Au moment où je vous parle, la victime est à l'hôpital Gabriel Touré. Il a été blessé au coude gauche, au genou gauche et au tibia droit. Mais ces jours ne sont pas du tout en danger. Il est tout à fait conscient, il échange avec la police, et il est sous surveillance
médicale et sous surveillance policière au niveau de l'hôpital Gabriel Touré. Nous constatons la montée de la criminalité violente. C'est pourquoi aujourd'hui, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a convoqué tous les chefs des forces. Nous nous sommes retrouvés autour du ministre, justement, pour d'abord analyser la situation, pour poser un diagnostic clair et surtout pour prendre des mesures idoines pour inverser la tendance. Et nous rassurons les populations que la tendance sera inversée. Les forces de sécurité que nous sommes, je veux parler de la police, je veux parler de la gendarmerie, je veux parler de la garde nationale, je veux parler de la protection civile, je veux parler de l'armée régulière s'il le faut. Nous réitérons notre engagement à faire en sorte que les citoyens maliens puissent dormir tranquillement, en toute assurance et en toute sûreté. Le comité exécutif de la Fédération malienne de football informe la presse sportive nationale et internationale que dans le cadre du match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, le match Mali-Gabon du 12 novembre 2016 à Bamako, le sélectionneur national des Aigles, Alain Giresse, animera un point de presse le mardi 1er novembre au siège de la Fédération malienne de football. Page noire dans ce journal, décédé mardi dernier, la mère du professeur Djankounda Traoré, Madame Traoré, Djeneba Traoré, dite Djé, a été conduite aujourd'hui en sa dernière demeure. Les obsèques ont eu lieu en présence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. On fait le point avec Al-Djoumatina. La mère de l'ancien président de la transition, le professeur Djankounda Traoré, Zenabou Koulibaly Détidje, est décédée mardi à l'âge de 96 ans. Cette brave grand-mère de son vivant était dévouée pour la cause du Mali. Un Mali pour lequel elle a toujours souhaité l'émergence, la paix et le vivre ensemble. Née en 1920 à Kalumba, dans le cercle des Nara, Zenabou Koulibaly Détidje avait beaucoup de sympathie pour ses amis, ses proches, ses parents, et avait également un très fort lien avec ses 7 enfants, parmi lesquels l'ancien président de la transition, le professeur Djankounda Traoré. Un dernier hommage a été rendu ce jeudi à Zenabou Koulibaly Détidje par une foule de grands jours avec la présence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, des membres du gouvernement, des présidents des différentes institutions, des autorités religieuses et coutumières, des responsables des partis politiques et plusieurs autres personnalités. Adepte de la confrérie Tidjania, Zenabou Koulibaly Détidje a ainsi été conduite en sa dernière demeure au cimetière d'Amdalaï. Dors en paix, grand-mère Dieu, ainsi va la vie. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, l'information reprendra ses droits, 10h, 13h. Excellente nuit à tous. Au revoir.